il faut qu'il soit patient. Le temps qu'on Bon, bah présente là, tout ça. normalement, je suis en partage. Oui, tu es en partage là, tu es en partage. Donc là, bah là, c'est au niveau de... Oui, alors ça, c'est... donc là, j'avais déjà présenté ça il y a très longtemps pour la façon de voir les mêmes phénomènes au niveau des luminaires des étoiles, entre guillemets. Donc ici, on a les cartes originales, dont je suis l'auteur. Hein, ce sont les différentes cartes que j'ai utilisées pour établir la fameuse carte de la biplate. Donc il a fallu découper au niveau de l'équateur, puisque dans notre modèle, le bord de la Terre, entre guillemets, hein, c'est l'équateur. Tropique du Capricorne, ici, donc là, la face sud, et le pôle nord. Pôle sud, pardon, de ce côté, pôle nord de l'autre côté. Donc là, bah, on peut vérifier, voilà, présenter le 8 février 2018. Donc voilà un petit peu la chose. Donc ça, ce sont les différentes cartes que j'ai utilisées. Alors ensuite, ça, ce sont au cours des expérimentations qui ont été faites. Donc j'ai pris des clichés et par contre, ça, c'est pas moi qui ai fait l'expérimentation, hein, comme je l'ai dit, au niveau de la vérification, je n'étais pas tout seul. Voilà. Donc ici, on lit bien présentation la première fois. Je ne suis pas l'auteur de ce petit schéma. C'est bien la No Fear Map, hein, B flat not rotating Earth. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Ici, c'est une illustration comme quoi la lumière court, peut parfaitement courber. Là aussi, c'était au cours de petites expérimentations où j'ai pris des clichés. Donc, il y avait ici notre comparse qui était là aussi présente ce jour-là. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a pris donc une lentille, la carte en dessous, un éclairage par le dessous, avec un aimant, une lentille, et on voit bien que ça courbe. J'ai une publication, il y a aussi une publication scientifique qui met bien en évidence, c'est dans Telegram, les références scientifiques, qui dit bien que les champs magnétiques polarisent les rayons, ce qu'ils appellent les rayons lumineux. Donc tout ça, ce sont des aurores boréales, donc ça, ce sont tous les documents. Ici, c'est une recherche que j'avais faite, donc... Sans te couper, hein, juste petite parenthèse, as-tu la vidéo sur ton ordinateur ou sur ton portable de cette personne qui présente un atlas de 1987 où il y a une représentation de la face nord, justement, comme la carte que tu viens de nous montrer. Ouais. Mais en plus, il signifie que, en fait, il met un globe à côté et il se met dans le même angle de vue et dit, regardez, on n'arrive pas à voir l'eau en dessous d'une... Oui, tout à fait. Oui. Alors là, c'est extraordinaire. Cette vidéo-là, elle est extraordinaire et je crois que personne ne l'a jamais vue. Oui, bah, je dois la voir. Sinon, elle est dans Telegram. Donc, à la limite, tu peux la partager à ma place parce que moi, pour aller la rechercher, ça va être Ok, je cherche compliqué. Ça. Ici, j'ai donc Discontinuity au Magnetic Equator. Donc, c'est une apparition de l'US Air Force qui spécifie bien, qui mettait bien en évidence un équateur magnétique avec, alors je vais essayer de, WIB, altitude magnétique équateur. Et pour les repérages GPS qui utilisent le champ magnétique, pour les gens qui parlent de satellites ou pour les GPS, détrompez-vous, votre téléphone, il utilise le champ magnétique terrestre. Et donc, à l'équateur, il y a un gap qui est rempli de façon par une interpolation logicielle. Donc, c'est publié par l'armée américaine ici, Société Ratex, etc. Donc, on nous a toujours
casser du sucre sur ce truc, et pourtant, il n'y a rien à faire. C'est bien publié par l'armée américaine. Il y a un gap magnétique au niveau de l'équateur magnétique, et on comble ce hiatus magnétique par une interpolation informatique, logicielle. Il y a d'autres publications, hein, d'autre part le BRGM qui parle de l'anomalie de Bangui en Afrique centrale aussi. Donc voilà, ici, alors pour définir… Je l'ai, hein, la vidéo en question avec l'Atlas. On peut définir ici, on voit un petit schéma qui montre 18 septembre 2018. Donc ça, c'est un peu plus tard où on montre bien que, en fait, l'onde lumineuse, ce n'est pas un simple rayon, c'est en 3 dimensions avec un pôle magnétique, sud, nord, un axe comme par hasard de 23 degrés, et c'est un tourbillon, un vortex, avec une zone, regardez bien, disque, en forme de disque. Donc on a une onde qui reproduit, et on retrouve ça au niveau de la biplate, avec au niveau 0, un équateur, ou moi j'avais baptisé équateur, hein, pour Équateur. D'ailleurs, le pays Équateur, ils se disent Équaterra. Donc, si tu veux partager cette vidéo, il n'y a pas de problème, vas-y. Ok, je partage ça tout de suite. On peut commenter tous les deux, mais ce qui est magnifique, c'est que c'est publié en 87, quoi. C'est c'est ouf, quoi. Donc, c'est une petite vidéo que j'avais trouvée, qui était dans un atlas du Reader's Digest de l'époque. Est-ce que vous voyez le partage d'écran là? Vous le voyez? Non? Il y a un décalage. C'est bon. Attends, peut-être qu'il faut que je fasse une petite manipulation pour faire monter justement le partage. Non, normalement, vous devez voir mon partage. Tu vois pas mon partage? Donc, il y a un problème là. C'est bizarre parce que moi, je suis en partage d'écran là. Allô? Sur YouTube, c'est bon, c'était bon. Ah, voilà. Donc voilà, nous avons un atlas de 1987 et dans cet atlas, à une certaine page, nous voyons que, regardez, ici en dessous donc du golfe de Guinée, nous voyons l'eau. Nous voyons l'eau. Et vers les Philippines, vers l'île Timor, on voit l'eau, alors que à côté, la personne va vous montrer sur un globe, quand il se met exactement à la même position, on ne voit pas l'eau. Pourquoi? Parce que c'est courbe. C'est un globe. Alors que cette photo-là, si ça avait été pris sur un globe, on ne verrait pas l'eau comme sur le globe. Alors, je montre ça. Et tu peux commenter en même temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est dans un atlas de 87. Et la carte que tu viens de montrer, voilà. Là, donc, il va y avoir cette comparaison. Donc, vous voyez, hein, là, en dessous du golfe de Guinée, on voit de l'eau. Et il va nous montrer que bien tout le long de cet équateur, eh bien, sur cette projection, enfin, ils disent que c'est une photo. L'Atlas dit que c'est une photo de l'entièreté de la face nord. Alors, bon. Oui, c'est un peu… Moi, je dis qu'ils ont collé plusieurs photos ensemble. Voilà. Voilà, pour en faire une grande, mais qu'ils aient pu voler assez haut dans les terres pour prendre l'entièreté de la face nord, j'y crois pas une seconde. Mais comme ils ont l'habitude de faire avec la NASA, c'est-à-dire qu'ils prennent plein de clichés et dans un logiciel, ensuite, ils les rassemblent pour faire une seule. Mais là, on voit bien que dans ces clichés-là, sous la Guinée, alors là, ils nous montrent sur le globe, effectivement, que ça s'arrête à ces endroits-là. Hein. Et regardez aux Philippines, en Indonésie, à un moment donné, même sur ce petit bout de bras d'île, on voit même juste au-dessus de l'équateur un bras de mer. Mais on le voit comme ça. Mais là, il est à plat. Et donc, il compare sur cette photo qui est à plat. Il voit bien que oui, on voit effectivement un petit peu de mer en dessous.
Et quand il va filmer, si vous voulez, le globe de la même position, on ne voit pas la mer puisque c'est un globe. Alors, alors que là, on voit bien que sur cette projection-là, on voit les mers en dessous de la Guinée, etc. Ce qui n'est pas possible si c'est un globe. Alors, il nous explique que là, c'est trompeur, la perspective, parce que regardez, il fait un exemple, là, comme ça, avec une boîte de bougies, une bougie normale de voiture, et il la tourne, on voit bien que il va faire une démonstration que la perspective, c'est faussé, en fait, c'est faussé sur la réalité. La perspective n'est pas une représentation de de la réalité. Voilà, c'est une déformation, on va dire, enfin, ça fait partie d'un effet d'optique. Alors là, voilà, il filme la même partie qu'on voit à partir du pôle Nord, et donc on ne voit pas l'eau en dessous du golfe de Guinée, on ne voit pas l'eau en dessous de cette île d'Indochine. Donc, il essaie de faire un zoom, de voir, de simuler donc une photo d'une terre qui serait globe, où on verrait en dessous de la Guinée donc un petit peu de masse d'eau de l'océan. Et pourtant, quand on regarde sur le côté du globe, quand on n'a pas cette perspective, on la voit. Et sur cette photo, donc de cet atlas de 87, c'est ça qui est troublant, c'est que ceci ne peut être possible que si la face nord est complètement aplatie. Voilà. Donc voilà, cette partie de l'Indonésie où on voit l'eau en dessous, ce n'est possible, observable que si c'est aplati. J'ai peut-être un peu trop parlé, à toi de commenter ou on passe à une autre vidéo. Ah bah non, moi les commentaires sont suffisants, hein. Donc après, la question qui se pose pour les néophytes, entre guillemets, ou les gens qui connaissent pas ce modèle, c'est immédiatement, comment on passe d'un côté à l'autre, la pièce de monnaie. Faut pas brûler les étapes. Voilà, faut bien se On rendre avait un compte. plan d'annonce et là, on va parler de tous ces sujets-là. Donc, en fait, là, c'est une longue introduction puisque Voilà. on a un peu sauté on n'a pas respecté le plan. Donc, on va parler de la lune de glace et de la supraconductivité et des cratères électriques c'est des éclairs hein, de supraconductivité qui font ces cratères sur la Lune qu'on voit et pas du tout des astéroïdes. Alors, on va parler de ça. Allez, hop, parce qu'on va suivre le plan qu'on s'est donné hein, quand même. Hein, Voilà. Alors, bon. Alors, ce qu'il va falloir que je reprenne. Alors, oui, la Lune, bah là, pour la Lune, il va falloir reprendre tout ce qui a été partagé au niveau lune de glace, en fait. Hein, et ce qu'il y a, c'est qu'après, ça risque de se retrouver avec des strikes. Donc, puisque faut pas reprendre, sinon il faut que je reprenne mes documents originaux, faire des coupures, donc ça risque de faire un peu des soucis. Alors, lune de glace. Hop. Donc, il faudrait, alors pour ceux qui veulent voir, comprendre la lune de glace, je leur suggère d'aller voir, d'aller revoir tout ce qui est les vidéos, les lives qui ont été faits sur la partie la lune de glace, hein, tout simplement. Dans toutes les explications, comment c'est venu, comment ça fonctionne. En fait, il faut voir la lune comme étant alors, il y a les problèmes est-ce que c'est auto-éclairé ou pas, est-ce que c'est illuminé. Donc, moi, ce que j'ai observé avec le matériel que j'avais, c'est que vous avez des ombres à la surface. Donc, ces ombres proviennent bien d'une source extérieure. Donc,
Et donc, si on adhère à ce concept de surface qui est faite d'eau, ça a été publié dans le National Geographic, hein, la surface de la Lune est recouverte de glace. Donc, les références sont sur ma page Facebook, c'est dans le canal, Telegram. Donc, c'est parfaitement référencé. Donc, ça, ce n'est plus contestable, à moins de dire que, je ne sais pas, de nier ce que même le consensus admet. Donc, aujourd'hui. Donc, par contre, moi, ce que j'ai mis en évidence, en valeur, c'est que cette histoire d'ombre, ce n'est pas une ombre, c'est tout simplement un phénomène qui peut sembler incroyable de prime abord. C'est que à lune descendante, ben, en fait, la Lune se décompose. Et on va dire, mais comment ça se fait qu'elle se reforme de la même façon? Bah, tout simplement parce qu'il y a comme un support, un moule qui est transparent, hein, qui est semi-transparent, et exactement comme une vitre sans teint où la personne qui est dans la pièce ne voit pas à travers, mais vous, de l'autre côté, on voit à l'intérieur de la pièce. Donc la lumière suivant l'angle et suivant les positions dans le ciel, eh ben, on arrive à voir à travers ou pas. Ce qui fait que, donc, au cours d'un cycle, donc, qui démarre bien sûr à la nouvelle lune, donc la lune, pour nous, elle est à 0%. 0%, ça veut dire qu'il n'y a pas de glace, c'est uniquement, si on veut, le disque, parce que la lune n'est pas une boule, c'est un disque. Le disque, c'est un astre, un satellite, on va dire, qui est en forme de disque. Ouais, mais pourquoi on voit une boule? Bah, il faut se reporter aux caractéristiques optiques qui font que quand on a une surface étendue, il faut se reporter à toute la théorie de Fresnel. Donc ça aussi, je l'ai expliqué dans un live. J'ai aussi la documentation. Donc c'est pour ça que ça représente énormément de travail de recherche et tout est bien fouillé et explicable hein, pour les questions scientifiques qu'on pourrait poser à ce sujet-là. Donc j'en étais où? Oui. Alors, donc là, il faut... Donc, pour cette lune qui se forme, et qui fond, entre guillemets, ou qui se décompose, hein, donc à partir de la pleine lune, elle se décompose tous les jours progressivement jusqu'à 0%, qui représente la nouvelle lune, et elle recommence à se reformer, puisque en s'éloignant du plasma solaire, donc elle va, entre guillemets, geler. Sa trajectoire, comment ça se fait que ce disque, ce moule, et qui se recouvre de glace, se recouvre de glace et ensuite il se décompose, bah, tout simplement parce que il se rapproche ou s'éloigne du Soleil en fonction de l'éloignement, du rapprochement du Soleil, ce qui est plus juste d'appeler le point focal solaire. Donc là, à ce moment-là, on aura le cycle que l'on connaît, que l'on a visuellement. Donc, le phénomène de boule, quel que soit l'objet céleste que l'on va observer, on aura le phénomène de tache de Fresnel qui fait que on observera cet objet sous forme de boule. C'est une déformation optique. Donc voilà pour la Lune très résumé. Donc il faut voir que c'est donc comme il fait quand même, comme on le sait, plus on va en altitude et au-delà de 150 km, puisqu'il y a quand même une couche qui est quand même
assez chaude. Autour de la ligne de Kármán, on est à 1600 degrés, mais après, au-delà, dans l'espace, il fait quand même très très froid, on n'est pas loin du 0 degré absolu. Donc, c'est un phénomène de supraconductivité qui fait que la Lune peut se déplacer comme ça autour et pas au-dessus. Hein. Donc autour, pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la différence entre autour et au-dessus, puisque dans le modèle des trisomiques, des pizzaliens 21, eux, ils mettent leur soleil et leur lune au-dessus de l'assiette. Mais ça, c'est pas du géocentrisme, hein, on l'a toujours dit. Hein, n'importe quel biplatiste vous le dira, n'importe quel scientifique vous dira. Géocentrisme, ça veut dire c'est géo, la Terre, qui est au centre. Si vous mettez c'est la Terre complète, c'est pas le point ou le pôle Nord. Donc, c'est pas le Soleil qui tourne autour du pôle Nord, un point virtuel, et encore, c'est un point en l'air. Donc, c'est pas au-dessus, c'est autour. Autour. On est bien d'accord. Donc, et là, on a du vrai géocentrisme et pas du pseudo-géocentrisme et de l'arnaque pizzalienne. Il parle de géocentrisme alors que c'est absolument faux. Donc, voilà pour le modèle lunaire. Donc, alors, on s'explique très bien ces cratères qui, soi-disant, ce sont des météorites, d'après le consensus, sauf que ces météorites, toutes les semaines, la NASA vous annonce des météores qui se rapprochent de la Terre et qui ont frôlé la Terre. On a frôlé la catastrophe toutes les semaines. Faut bien voir que la probabilité de se prendre une météorite sur la tête est plus forte que celle de décéder du Covid, hein, puisque c'est le Covid à la mode. Donc, le Covid, c'est 0,02, et une météorite, ou un météore, c'est 0,05% de chance. Donc, à la limite, il faudrait se construire des bunkers pour se protéger, hein, si on veut appliquer un principe de précaution, comme des tarés veulent le faire gober en ce moment. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, ces cratères, en fait, il existe toute une école, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle Electric Universe, donc Thunder, comme c'est présenté là à l'écran actuellement, donc le Thunderbolt Project, qui explique, qui explique et qui montre expérimentalement, à l'aide d'expérimentation, la formation de cratères qui sont le résultat d'impact, un peu, si on veut simplifier, d'impact de foudre, comme des éclairs électriques ou des impacts électriques. Donc, j'ai des publications qui stipulent parfaitement que la surface de la Lune est électrifiée. J'ai la publication de Nature ou National Geographic. Normalement, j'ai un screenshot, je pourrais vous le partager un peu plus tard, qui explique bien que c'est à la pleine lune que la charge électrostatique, d'électricité statique de la Lune est la plus forte. Donc, sa luminosité, en fait, c'est un phénomène, encore une fois, parfaitement électrique. Et on dit, alors là, il va falloir expliquer pourquoi c'est pas dans le vide, etc. Donc là, il va falloir parler dans le vide. Est-ce que c'est dans le vide ou pas? À combien de kilomètres ou pas? Donc là, il faut empiéter sur un autre chapitre pour pouvoir expliquer cette chose-là. Bon, toujours est-il que ces cratères, d'abord, tous les platistes habituels savent pas pertinemment que comment c'est possible qu'on ait que des impacts à 90 degrés, il manque des traînées, un météore qui arrive de biais, ça peut pas faire un impact comme ça. Donc,
Je vous invite à vous reporter aux heures, et bon, de pas toutes les regarder, mais j'ai passé quand même des heures et des heures de films d'impact et de cratères lunaires, et avec les explications qui vont avec, vous aurez tout ça en détail. Donc ça, ce sont bien des charges. Alors, on va dire, ouais, mais la foudre, comment? Donc, en laboratoire, ils refont ça à petite échelle. Maintenant, imaginez des conditions électrostatiques apocalyptiques. Vous aurez des décharges de millions de volts, hein, puisque le simple fait de frotter votre vêtement, que vous touchez votre voiture, vous rentrez dans votre voiture, vous touchez un radiateur si vous êtes avec des vêtements synthétiques, chacun sait que rien que ce faible frottement, cette faible charge vous induit une décharge bien sensible et bien pas bon, douloureuse, mais de façon très rapide. Ça dure pas, quoi. Cette décharge est quand même rapide. Donc, si l'on veut bien comprendre ça, et que ces décharges électrostatiques d'éclairs, hein, d'électricité d'éclairs, sont suffisamment forts, puissants à l'échelle planétaire, ou interplanétaire, ou intercosmique, puisqu'il est aujourd'hui établi, reconnu qu'il y a des champs magnétiques dans l'espace, il y a des courants qui sont appelés des courants de Birkeland, hein, avec du plasma qui se balade dans l'espace. Donc, vous voyez qu'il est de moins en moins vide, entre vide absolu, hein. Il y en a, c'est de moins en moins ça. Donc, vous comprenez bien que tout ça explique parfaitement cette explication, faite également par des scientifiques. Donc là, c'est pas du tout quelque chose qui est sorti par les biplatistes, hein. C'est un travail qui correspond parfaitement à notre modèle, donc l'on reprend à notre compte, parce que ça fonctionne parfaitement dans notre modèle. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous... Alors, au niveau du Soleil, là aussi, vous avez... Alors, à l'époque, quand je parlais de plasma solaire, là, c'est pareil, hein. Je veux dire, mais comment on peut avoir des champs magnétiques avec un plasma qui est constitué d'hydrogène, sans qu'il y ait de fer, alors qu'un le Soleil va avoir un champ magnétique, ça devient compliqué, quoi. Ça commence à partir dans des théories fumeuses. C'est genre du consensus, hein, puisque ça ne correspond pas à la réalité, des impossibilités physiques, et ils vont vous inventer des trucs tarabiscotés pour pouvoir justifier le modèle thermonucléaire, la boule de feu incandescente, la fusion, enfin le modèle classique, hein. Alors que, bien sûr, ce n'est pas du tout ça. Donc, étoile, comme je l'ai dit, je l'avais déjà dit, donc il suffira de réécouter. Moi, aujourd'hui, je vous fais juste un résumé, hein. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon on risque d'en avoir pour des jours et des jours d'explications et de montrer tout le travail qui a été fait. Donc, pour ça, je vous invite à une nouvelle fois sur le canal Magnétoplace, je mettrai le lien éventuellement. Vous avez tout sur toutes les informations nécessaires. Vous avez les vidéos de Terraplanis aussi qui expliquent un petit peu tout ça, qui reprend, qui condense et qui résume la chose. Donc, alors, supraconductivité. Donc, la supraconductivité, je vous invite à écouter une vidéo qui est sur Telegram et qui parle du vide avec mes commentaires. Donc, celle-ci, ça dure une 50aine de minutes. C'était diffusé sur France Culture. Donc, je vais pas vous la faire, on va pas vous la faire
écouter là ce soir, sinon on va y passer la nuit, et demain on y sera encore, mais vous avez une vidéo qui s'appelle la supraconductivité chaud devant. Hein. Et donc là-dessus, je donne toutes les explications au niveau de la supraconductivité, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Beaucoup d'entre vous connaissent le fait que avec le rail, hein, où on met avec un aimant et le rail en forme de 8 et donc et puis le solide trempé dans l'azote avec l'aimant qui se balade et la céramique trempée dans l'azote et puis ça se balade aussi bien, ça fait la forme du 8. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est que il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'aimantation, puisque la céramique n'est pas aimantée à proprement parler. Et donc, s'il n'y a pas d'aimantation, comment ça fait que ça tient à l'envers? Parce que normalement, il devrait y avoir de la gravité qui fait tomber cette céramique. Donc, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Donc, voilà, je pense que si tu as des questions ou des précisions, Lisa, je t'en prie. Moi, je vois qu'on suit le plan, tu as parlé de la Lune.